Et puis mon exercice n'est pas facile non plus parce qu'on m'a demandé de faire l'inverse de Jacques. On m'a dit ne parle pas du futur, ça sera fait par Jacques, parle du passé, dis-nous la scénologie c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie récente? Est-ce que ça a déjà existé? Parle-nous un peu de ce qui a été fait dans le monde et parle-nous de ce qui a été fait en Alsace. Alors un peu d'histoire de la scénologie dans notre région et au-delà de nos frontières. Alors, on nous demande souvent, mais Mathelin, c'est vrai que le cancer, c'est une maladie du siècle, ça vient d'apparaître il y a quelques années. Alors, bien sûr que non. Les descriptions des maladies du sein et de leur traitement sont très anciennes et ont vraiment étayé toute l'histoire de la médecine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve des descriptions de cancer du sein avec même des essais de traitement dans des papyrus égyptiens qui datent de 1600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est incroyable comme ces gens étaient visionnaires, avaient séparé différentes maladies, dont un certain nombre de cancers, avaient même proposé un certain nombre de traitements. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde ces traités qui ont été traduits donc par des médecins, c'était vraiment à l'époque l'émergence d'une pensée médicale et pharmacologique dans un univers qui était à l'époque juste magique et religieux. Et je pense à tes évocations de la Vierge. Donc là, on en est sorti de ça et on a imaginé quand même des choses rationnelles à l'époque, 1600 ans avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, le papyrus Eberst, qui est conservé à Leipzig, détaille des 4 cancers, en particulier des cancers du sein, et en suivant des femmes qui avaient des cancers du sein, et les médecins de l'époque les suivaient, ils se rendaient compte que c'était une maladie qui allait progresser, qui ne s'arrêtait pas et qui entraînait le décès de la patiente. Et à cette époque, il n'y avait aucun remède. Et on a d'ailleurs créé une nouvelle discipline qu'on appelle l'onco-archéologie. C'est une discipline qui est en voie d'émergence, dont le but est de compléter la biographie du cancer depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et j'aime assez cette phrase d'Edgar Camaros, qui est quelqu'un de connu dans le métier, qui dit « Nous avons tendance à percevoir le cancer comme une maladie moderne, mais en fait nous en avons souffert pendant des milliers d'années et nous savons maintenant que nous avons essayé de le comprendre d'un point de vue médical depuis l'Antiquité. » Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut retrouver ces textes du passé, on les analyse avec notre regard de maintenant. Et moi, je lis toujours ces papiers dans New England, comme vous, Monsieur Pivot, dans The Breast, etc., où on relit les descriptions des cancers du sein de l'époque. Alors, Hérodote, bien sûr, a fait des écrits sur le cancer du sein. C'était plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate a beaucoup écrit sur le cancer du sein. Mais j'aime moins ce qu'il disait, parce qu'il disait, de toute façon, on n'y arrivera pas, il ne faut pas y toucher, ça va être inéluctable. Donc ne faisons rien, soyons juste observateurs. Donc une pensée évidemment qu'on a combattue, et Galien, qu'on connaît surtout par son rôle de pharmacien, qui a essayé différents remèdes pour le traitement des cancers du sein de l'époque. Mais je dirais les descriptions les plus intéressantes, je trouve, c'est le De Medicina de Cels. C'est un gros ouvrage qui a été fait par Cels, qui a vécu au 1er siècle de notre ère. C'est un ouvrage qui occupe une place majeure dans l'histoire de la médecine. Et dedans, on trouve les mots cancer. Pourquoi ils ont utilisé ça? Parce que le cancer, c'est la traduction crabe, donc c'est une tumeur qui envahit. Et le mot carcinome, quand le cancer est tumoral, ils l'appelaient carcinome, 100 ans après Jésus-Christ. Donc c'est incroyable cette vision-là. Et puis, dans ce traité, on disait le carcinome siège volontiers sur les parties supérieures du corps et dans les seins. Et le cancer du sein, ils appelaient ça le carcinoma mama feminarum. Donc description il y a vraiment très très longtemps. Et dans cet ouvrage, on voit à quel point ce cancer était fréquent à l'époque. Et puis, l'histoire de l'art nous a montré des cancers du sein. Et je vous en montre quelques exemples. Alors, ce cancer a été peint par de très grands artistes. Et il y a un élément, une fresque qu'on cite toujours dans le milieu des scénologues. C'est la représentation du cancer du sein dans une œuvre de Michel-Ange, peinte dans la chapelle Sixtine. La peinture, c'est le Déluge, 1508. C'est la première scène peinte par l'artiste sur le plafond de la chapelle Sixtine. Donc je vous invite à regarder cette fresque quand vous irez. Et ce sont des médecins qui ont analysé, en particulier des oncologues de l'université de Munich, qui ont étudié cette fresque, qui ont analysé les seins des femmes.
Et ils ont vu quoi? Sur le côté droit de la fresque, vous avez une femme qui est représentée quasi dénudée, couverte d'un drapé bleu. Et selon ces experts en cancérologie, l'artiste a représenté l'un de ses seins comme étant affecté par une tumeur. Alors c'est là, je vais vous le montrer en plus grand. Et pourquoi inclure le cancer dans une peinture religieuse? Donc c'est difficile, il y a des débats en cours, mais il est très possible, et le consensus va vers ça, que la femme qui est représentée, c'est la maman de Michel-Ange. Il a peint sa femme, l'enfant qui est derrière et qui pleure, c'est Michel-Ange. Il avait 5-6 ans à l'époque et sa mère était atteinte d'un cancer du sein. Personne n'a réussi à arrêter la progression et il a été traumatisé par ça et il a continué à représenter des cancers du sein, même au niveau des sculptures qu'il a fait. Et vous voyez ici la sculpture Le jour et la nuit, où une des femmes représentées a un cancer du sein. Donc ça va le hanter toute sa vie, Michel-Ange. Et puis il y a d'autres peintres, bien sûr, inconnus, qui ont présenté des cancers du sein. Ici, vous avez Raphaël avec la Fornarina, la boulangère en italien. C'était la légendaire amante du peintre qui avait un cancer du sein. Et vous voyez ici l'image de plus près. Et puis, d'autres auteurs ont représenté des femmes avec des cancers du sein. Rubens, les Trois Grâces, l'une d'entre elles avait un cancer du sein, une rétraction du mamelon, une rétraction cutanée. Rembrandt, qui a présenté un cancer du sein pour montrer que c'était peut-être ce qui pouvait arriver lorsqu'on était particulièrement stressé, puisque cette femme devait choisir la fidélité à son mari ou la fidélité à son roi. Évidemment, ça ne pouvait pas être les deux en même temps. Elle en a été tellement traumatisée qu'elle a fait un cancer du sein. Et puis, vous avez ici Gustave Courbet avec sa fameuse femme à la vague qui se présente nue avec ce cancer devant tout le monde. Donc voilà un petit peu des évocations. Bien sûr, il y en a plein d'autres dans la littérature. Et puis les maladies du sein font aussi partie de notre histoire de France, et peut-être le cancer le plus connu, c'est le cancer de la mère de Louis XIV, qui s'appelle Anne d'Autriche. Elle a eu son cancer quand elle avait 63 ans. Elle en avait des facteurs de risque, parce qu'elle avait eu des premières règles précoces. Et de manière incroyable, on imaginait à l'époque que c'était un facteur de risque de cancer du sein. C'est tout à fait vrai, c'est un facteur de risque. Et elle avait eu 2 grossesses tardives. Nous, on considère que c'est tardif après 35 ans pour la pathologie du sein. Elle, c'était 37 et 39 ans. Et donc, elle a eu un cancer du sein à 63 ans, à l'âge où on a le cancer du sein en France. C'est la moyenne des cancers actuellement. Et il y avait des bulletins de santé qui étaient proposés au peuple tout le temps, de façon très régulière sur ce cancer. Ils ont fait venir tout un tas de thérapeutes de partout pour essayer de l'aider sans succès. Ils ont fini par l'amputer de son sein. On imagine comment ça devait être à l'époque, sans anesthésie, etc., avec les instruments qu'on connaissait. Et malheureusement, après cette mammectomie, elle a fait un cancer de l'autre côté. Et c'est là que l'équipe du roi s'est retournée vers l'Alsace et la Lorraine, en appelant 2 chirurgiens qui étaient réputés à l'époque, qui étaient Pierre Alliot et son fils Jean-Baptiste. Ils étaient connus pourquoi? Parce qu'ils avaient décrit dans le cancer le système des métastases, le système des récidives après chirurgie, et ils avaient de bonnes idées. Ils ont essayé de faire quelque chose pour elle, rien n'a marché, et elle est finalement décédée d'une métastase au poumon le 20 janvier 1966. Et ça, toute la France en a été informée, puisque sans arrêt, on envoyait des rapports de son état médical. Donc vous le voyez, le cancer nous accompagne depuis le commencement de la vie, il est présent depuis la nuit des temps, depuis l'origine multicellulaire de la vie en fait. Et donc on arrive au temps des progrès. Qu'est-ce qui a changé finalement? Parce que vous avez vu, jusqu'au XXe siècle, finalement, il n'y a rien qui marchait. Et au XXe siècle, il y a des choses qui ont commencé à changer. Et la prise en charge a commencé à être efficace, à mon avis, en raison de 4 éléments qui sont intervenus au XXe siècle. C'est une vision personnelle, mais que je vais vous proposer d'échanger avec moi. Première chose, à mon avis, qui a vraiment changé la lutte contre le cancer et qui a permis de gagner des combats, c'est la création des centres spécialisés contre le cancer. C'est vraiment le début des années 1900. On a créé le premier centre de lutte contre le cancer, l'Institut Curie. Et puis ensuite, en France, on a eu l'idée d'en développer un petit peu partout dans la région.
Et c'est Paul Strauss, ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociale, qui a adressé une circulaire à l'ensemble des préfets de France, on était en 1922, pour fixer les principes de fonctionnement des premiers centres spécialisés contre le cancer. Et entre 1923 et 1929, il y a une quinzaine de centres spécialisés qui ont vu le jour, dont Bordeaux, Montpellier, Lyon, et Strasbourg et Nancy, et Paris, bien sûr. Et la force de ces centres a été la multidisciplinarité. Les gens se sont entraidés, ils ont travaillé au même endroit, sans guerre, avec une vision, le traitement du cancer. Ces centres, à l'époque, étaient diversement rattachés soit à un hôpital, une faculté, une école ou même une fondation. Ces centres étaient pionniers, mais leur statut restait fragile et leur financement précaire, et il a fallu attendre un homme providentiel pour essayer d'arranger les choses. Alors c'était qui cet homme providentiel ? Bien, c'était le général de Gaulle et son ordonnance du 1er octobre 1945. C'est incroyable, on sortait de la guerre et il a eu l'idée de s'intéresser au cancer. Je trouve ça remarquable. Il a décidé une refonte profonde du système de santé parce qu'à ce moment-là, il y en avait besoin. Il a signé une ordonnance qui a changé le destin des centres de lutte contre le cancer qui avaient été fragilisés mais considérés comme indispensables. Et le texte fondateur a consacré la dénomination de centres de lutte contre le cancer et les a reconnus comme des établissements de santé d'utilité publique exclusivement dédiés à la cancérologie. Il leur a donné un statut, et moi ce que je trouve fantastique à l'époque, c'est que c'est un visionnaire, et il avait dit il faut garder à tout prix, si on veut vaincre le cancer, les 4 missions essentielles. C'est quoi ces 4 missions ? C'est la prévention, et ça il faut en faire. C'est les soins, bien sûr, il faut soigner les gens qui ont un cancer, mais pas oublier la recherche, elle fait partie de notre mission, de notre ADN de cancérologue, et l'enseignement. Jamais ne vous séparez de vos profs et de vos enseignants. Donc ça a été une vraie révolution, je trouve, et là je vous montre la carte des 18 centres de lutte contre le cancer que nous avons en France, et 2 établissements qui sont affiliés. Donc pour moi, ça a été vraiment un très grand progrès dans le traitement du cancer. Deuxième progrès, c'est la création d'un enseignement. Pour réussir à vaincre un cancer du sein, il faut le connaître. Il y a 1000 sortes de cancers qui existent. Et donc, il a été créé le premier certificat d'université des maladies du sein. Et là, j'ai vraiment le plaisir de vous dire, et Jean-Marie l'avait dit aussi, c'est à Strasbourg, 1975. Et puis, il fallait absolument, pour qu'il y ait des progrès, que les gens de droite et de gauche, du monde entier, comme l'a dit Jacques, puissent s'échanger les bonnes recettes, les bonnes idées. Tiens, ça marchait pour moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et donc, il a été créé la Société internationale de sénologie, la SIS, en 1976. Donc, ça a été la deuxième révolution pour moi, enseignement et société internationale. Je vous montre à chaque fois que c'est bien à Strasbourg que ça a été fait. Et puis, troisièmement, bien sûr, c'est les innovations. Jacques les a largement développées. Il ne faut pas juste se structurer, se parler, il faut aussi créer. Et nous avons eu des innovations à Strasbourg. Vous savez que c'est à Strasbourg qu'on a créé la première machine à faire des mammographies. Premier scénographe, 1964. Et il est maintenant visible, je crois, au musée de Buc, chez General Electric à Paris. Et puis, M. Renaud, premier dépistage des cancers du sein, personne n'avait de dépistage. C'est ce gars-là qui a dit « j'ai une idée, on va regarder les seins des femmes qui se plaignent de rien, on va voir s'il n'y a pas une tumeur dedans infraclinique ». C'était 1989, le 15 mai, je m'en souviens très bien, nous étions à l'Europe pour avoir les accords pour le faire. Et puis, il y a des chercheurs, Catherine Tomasetto est là, qui ont révolutionné aussi la connaissance moléculaire du cancer. Et je vais citer Pierre Chambon, qui a découvert l'astromélysine et qui a fait beaucoup de travaux sur l'hormonodépendance des cancers, ce qui nous a considérablement aidés. Et tout ça, c'est à Strasbourg, c'est en Alsace. Et puis le quatrième point, à mon avis, qui a permis le progrès, c'est parler d'un langage commun. Il faut que les chirurgiens puissent s'entendre, que les médecins puissent s'entendre, les radiologues. Et on a créé ce qu'on appelle le TNM. C'est une classification des cancers utilisée dans le monde entier.
Si on parle d'une tumeur T2, tout le monde parle la même chose. Si on parle d'une tumeur N1, tout le monde parle la même chose. Donc ça a été adapté par le monde entier. C'est une classification qui est évolutive. Je vous ai mis le premier TNM et puis il y a régulièrement des éditions supplémentaires. On est à la 9e maintenant. Mais quand vous parlez la même langue, vous comprenez mieux. Et donc ce langage commun a permis de faire des protocoles qu'on utilise tous les uns et les autres avec des référentiels de bonnes pratiques, des essais prospectifs qu'on se partage, parce qu'on parle la même langue. Et vous voyez ici le dernier référentiel qui a aussi été fait en Alsace. Et puis, le 21e siècle, c'est le temps de quoi maintenant? Je crois que c'est le temps de la désescalade et c'est le temps de la médecine personnalisée. Alors la désescalade, quand j'utilise un mot au départ, j'aime souvent bien regarder sa définition dans les dictionnaires. Et si je prends le dictionnaire de l'Académie française, la désescalade correspond à un retour progressif à l'apaisement dans une période de tension. Alors si la survenue d'un cancer du sein constitue bien une période de tension dans la vie d'une femme et de sa famille, est-ce que sa prise en charge doit être apaisée? Je dirais oui, il faut que sa prise en charge soit apaisée, parce qu'il faut alléger les traitements. Parfois, on en fait trop. On fait trop de chimiothérapie, elles ont trop d'effets indésirables. On faisait peut-être parfois trop de radiothérapie, il faut en diminuer le nombre de cures. Il y a des traitements maintenant qui sont ciblés, qui ne doivent plus détruire les cellules normales. Et tout ça nous donne des résultats similaires, voire supérieurs. Et dans le cadre de cette désescalade, je ne résiste pas au fait de valoriser les travaux strasbourgeois. Nous avons créé dans les années 90 la technique du ganglion sentinelle. Nous avons fait les premiers brevets, les sondes et les caméras. Ça s'appelait Carole IRES, Carole le prénom et IRES, Institut de recherche subatomique. Ça a été vendu dans le monde entier et il n'y a pas un service du monde qui n'utilise pas la technique du ganglion sentinelle. Donc ça a été vraiment une révolution pour nous, même si nous avons été insultés au moment où nous l'avons créé. Et puis, personnalisation de la prise en charge. C'est sûr que maintenant, il faut vraiment regarder de façon très précise les tumeurs. On a des signatures d'expression génique. Et là encore, si on utilise Oncotype DX aujourd'hui, c'est parce que Pierre Chambon à Strasbourg était là et parce qu'il a trouvé l'estromélysine qui est la MMP11. Et puis, personnalisation, ça veut dire désescalade. Certaines patientes ont besoin de moins de radiothérapie que d'autres. Et en chirurgie, nous faisons évidemment de la désescalade, comme l'a montré Jacques. On fait de la chirurgie robot-assistée, on fait de la chirurgie minimale. Au niveau du creux axillaire, on essaye de faire maintenant même des target axillary dissection, donc des choses qui sont beaucoup mieux tolérées par les patientes. Puis on essaye de les reconstruire tout de suite quand une mammectomie doit être faite. Et puis l'oncogénétique a fait de gros progrès. Et on comprend bien maintenant les cancers qui surviennent chez des femmes qui ont des mutations génétiques, mais on comprend aussi les risques pour les familles. Et ça, c'est une nouvelle vision. On s'intéresse aux apparentés. Et puis, ça nous permet de traiter les femmes de manière différente aussi lorsqu'elles ont une mutation. Et je pense aux inhibiteurs de PARP. C'est une catégorie de médicaments qui a été créée grâce à Pierre Chambon à l'IGBMC. Et demain, alors demain, j'ai toujours envie de garder ma chaîne, là où il y a plein de monde, où il y a les chirurgiens, les anesthésistes, les oncologues, les radiothérapeutes, les ingénieurs, les patients, etc., etc. Il faut qu'on reste tous ensemble, c'est comme ça qu'on vaincra le cancer. Eh bien, je crois que notre nouvelle médecine sera une médecine qui sera connectée, et là, moi, je compte beaucoup sur Jacques pour nous aider dans le sein, et une médecine préventive. Alors, connectée, nous travaillons à des soutiens-gorge connectés. On est en lien avec les États-Unis. Eux ont un soutien-gorge connecté à base d'élastographie, c'est-à-dire qui mesure la dureté du sein, sachant que le cancer est plus dur que le sein normal. Nous, ici en Alsace, on mesure la chaleur ponctuelle, parce que le cancer est plus chaud que le sein normal. Je crois que l'avenir sera d'unir nos deux technologies, le côté élastographique et le côté thermographique, pour proposer aux femmes un modèle de dépistage qu'elles pourront utiliser quand elles ont envie. Il faut 1 heure pour avoir les images. Et alors que la mammographie, on ne la commence qu'à 50 ans pour tout un tas de raisons de scindance, ce serait un modèle qu'on pourrait donner aux jeunes femmes qui veulent tester la santé de leur sein et avoir du diagnostic rapide, où on pourra faire ensuite de la chirurgie, robot assisté, etc., mais des choses assez simples.
Donc ça, et nous travaillons avec Monsieur Pivot sur l'Écobresse Vision, qui est un système d'échographie du sein et qui est lu par de l'intelligence artificielle et qui donne une image beaucoup plus complète du sein et du creux axillaire pour détecter vraiment des micro-tumeurs. Et puis, Mulhouse nous aide aussi, bien sûr, on me souffle, mais c'est vrai que Mulhouse est dans la boucle. Et puis, la scénologie de demain, moi, je crois qu'elle sera vraiment préventive. Jacques pense qu'il faut tout faire pour moins opérer les tumeurs, etc. Moi, je crois qu'il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas et qu'on n'opère plus du tout, même pas par hier, rien du tout. Donc, il faut travailler sur la prévention. Et vous savez que les maladies du sein sont en pleine évolution, elles sont influencées par le monde qui change. Actuellement, ce qui fait qu'on a beaucoup de cancers du sein en France, c'est les modifications de notre mode de vie. Nous avons la plus grande incidence dans le monde de cancer du sein. Nous avons dépassé les 100 cancers pour 100 000. Personne n'a des chiffres aussi mauvais que nous en termes d'incidence. Et lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe chez nous, pourquoi on a tant de cancers ? Déjà, on est en surcharge pondérale, d'autres pays aussi, mais nous, on est en surcharge pondérale. On est très sédentaire, 80% des femmes françaises sont sédentaires, nous avons des déséquilibres alimentaires et nous mangeons souvent des aliments qui sont contaminés par des pesticides, des PFAS, etc. Et donc nous savons que si on ne se bat pas collectivement contre ce surpoids, l'obésité, l'insuffisance d'activité physique, nous continuerons à augmenter le nombre de cancers du sein. L'autre chose qui nous trouble actuellement, c'est la diminution de la natalité. Les Françaises font moins de bébés. Vous avez vu cette chute importante des accouchements. Or, on sait qu'une première grossesse avant 25 ans diminue les risques de cancer du sein de 30%, donc c'est pas négligeable, que si on fait beaucoup de bébés, on a moins de cancer du sein, il y a encore des réductions de 7% par naissance, et lorsqu'on les allaite de façon prolongée, il y a moins de cancer du sein, et ça on le fait plus. C'est une préoccupation, et puis notre grande préoccupation, et je regarde M. Banyuls qui est là, et c'est grâce à lui qu'on fait ça, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les PFAS, les métaux, ont des actions cancérigènes mammaires qu'on a réussi à prouver grâce à M. Pivot sur une étude qu'on a commencée il y a 5-6 ans, où nous dosons ça dans chaque tumeur du sein quand on opère. Et l'idée, c'est de faire le relevé des produits toxiques et d'essayer d'en diminuer l'utilisation. Donc merci à l'Eurométropole, à Territoire de Santé de Demain, qui nous aide contre vents et marées à aller au bout de ce projet. Et puis, pour finir, j'avais aussi envie de citer M. Renaud, qui nous a formés, on est nombreux dans la salle, avoir été les élèves de M. Renaud, je vois M. Dimunch, M. Garbi, enfin, l'équipe qui est là de l'ICANS, on a été ses élèves, et j'aimais assez ce qu'il nous disait, quand on arrivait dans son service, il nous disait, on a un métier formidable, qui nous permet de nous mesurer à la maladie aujourd'hui, on va opérer des cancers du sein, on va les soigner, on va la vaincre, mais surtout on va la comprendre demain. Et cette idée-là, je trouve, était novatrice à l'époque. Et c'est lui qui a fondé le dépistage des cancers du sein. Donc pour conclure, j'ai essayé de vous montrer que notre région a été pionnière pour la prise en charge du cancer du sein et que nous continuons à poursuivre les innovations grâce à M. Pivot, grâce à M. Maresco, grâce aux équipes qui sont autour de nous, à nos chercheurs au CNRS, l'IGBMC, etc. Le cancer du sein est un fléau sociétal aujourd'hui et la scénologie est entrée dans une nouvelle ère, celle de la prévention. Et ça, j'y crois beaucoup, il faut qu'on renforce les conférences de prévention. Il faut accompagner les progrès technologiques et surtout former les opérateurs. Jacques l'a dit dans son topo, on va avoir de nouvelles technologies, il faut qu'on sache s'en servir et pas hésiter à renforcer l'enseignement, jamais le supprimer des structures de soins. Et puis, il nous appartiendra, nous en Alsace, de poursuivre ces évolutions en comprenant les attentes de la société, désireuse d'immédiateté, mais en faisant preuve de prudence avec le recul nécessaire à toute évolution. Et je crois que seule l'union de nos forces permettra de vaincre le cancer du sein. Il ne faut absolument pas que les services se fassent la guerre maintenant. C'est un non-sens absolu pour nos patientes. L'Europe le dit, dans sa 10e résolution, il faut encourager les travaux collectifs, tous ensemble. Et je voudrais finir pour vous remercier tous et toutes très chaleureusement
Je suis très émue d'avoir un amphithéâtre qui est aussi plein, ça me fait chaud au cœur. Je reconnais plein d'anciens et de récents collaborateurs qui sont là. Je voudrais remercier le président de l'Académie rhénane, Jean-Luc Segmuller. J'ai tellement apprécié les contacts qu'on a eus avec vous. J'ai apprécié vos mails, ils sont d'une délicatesse. Merci infiniment. Merci à Mme Besançon, merci aux membres de l'Académie rhénane. Merci aux compagnons de l'Académie nationale de chirurgie et j'ai été infiniment honorée, touchée, bouleversée par ce qu'a dit Jean-Marie Leminor. C'est un fidèle compagnon depuis longtemps. Merci d'avoir accepté cette tâche. Jacques Maresco, j'ai été, je pense qu'il ne s'en souvient pas du tout, mais externe dans son service. Et il m'appelait régulièrement quand il opérait, il n'y avait pas d'interne, il y avait juste l'externe. Et il était formidable dans la chirurgie, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Il m'a donné l'envie de la chirurgie. Henri Coudane, qui dira un mot tout à l'heure, peut-être de nos liens interacadémiques, qui a été le doyen de Nancy et qui est responsable de notre comité d'éthique à l'Académie nationale de chirurgie. Sybille Faca, qui est toujours là pour défendre la scénologie alors qu'elle fait de la chirurgie de la main. Merci d'être là pour te battre pour ça. Professeur Liverneau, Xavier Pivot, Antoine Vatrelot, qui est gynécologue, qui est secrétaire adjoint à l'Académie et qui est promis, à mon avis, à l'Académie un brillant avenir. Merci aux associations de patientes. Sans vous, on ne ferait rien. Merci à Sève, Saint et Vie. Merci à la Ligue d'être toujours à nos côtés et de travailler intelligemment ensemble. Merci à mes collègues de l'ICANS qui sont dans la salle, les jeunes et les plus vieux. Merci aux collègues du CHU qui sont venus. Merci à l'équipe de Catherine Tomasetto à l'IGBMC. Elle nous a tous formés. Je pense que si on est prof, c'est grâce à Catherine. Je crois que même Pierre Dimunch a dû faire sa thèse à l'IGBMC. Il est anesthésiste. Merci aux patientes qui sont dans la salle. Merci à nos institutions. Il y a quelques hommes politiques qui sont là, qui se battent toujours pour le cancer du sein. Merci, Monsieur Marty, pour votre aide depuis des années. Merci à nos étudiants et merci à toutes et tous. Et c'est vraiment un immense honneur d'avoir ce prix.